directeur adjoint à Sibyl for Women. Nous reconnaissons qu'avec la réapparition de menaces de pandémie et une situation économique critique dans le monde, et en particulier dans la région, la question de l'inclusion peut sembler secondaire. Ce webinaire rappelle qu'au contraire, l'inclusion est la clé pour débloquer des avantages économiques inexploités, en particulier compte tenu de l'impact disproportionné de COVID-19 sur les femmes qui supportent la majorité du fardeau du travail de soins non rémunérés. Avant de se lancer dans le webinaire, pour ceux qui ne connaissent pas Sibyl for Women, il s'agit du Centre for Inclusive Business and Leadership for Women à l'École du commerce de l'Université américaine de Beyrouth, EUB, où nous collaborons avec des employeurs, des agences gouvernementales et des organisations de la société civile pour développer et mettre en œuvre des politiques et des pratiques inclusives. SAWI est l'un des projets clés de Sibyl for Women où nous travaillons avec nos partenaires nationaux de 8 pays et 4 secteurs pour établir un réseau transnational d'employeurs pour développer, améliorer et mettre en œuvre des politiques, des pratiques inclusives pour un meilleur recrutement, rétention et promotion des femmes. J'ai le plaisir de vous présenter notre modératrice, Manal El Aboubi du Maroc, qui est l'un de nos 8 partenaires nationaux qui ont rejoint la mission de SAWI pour soutenir et faire progresser l'inclusion des femmes dans la région Anmou ou bien MENA. Manal est professeure à l'Université Mohammed V Rabat au Maroc et chercheur affilié à Economia HEM Research Center. Elle est vice-présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises au Maroc et titulaire de la chaire Innovation sociale et Economia HEM Research Center. Manal, c'est à vous et merci. Merci beaucoup, Rima. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire partie aujourd'hui de l'équipe qui anime et qui va modérer cette rencontre nord-africaine. L'objectif est de relater les expériences de certains employeurs de la région par rapport à la question de l'inclusion des femmes dans le milieu du travail. Alors, comme vous le voyez dans le titre ici, ici on l'a en anglais, en français c'est genre rediscute. Alors c'est un petit jeu de mots pour dire que cette question du genre est certainement nouvelle pour certains, qu'on va la discuter peut-être pour les premières fois, mais elle est bien élaborée pour d'autres employeurs qui ont fait des avancées sur la question et qui sont ici aujourd'hui pour relater leurs expériences, pour qu'on puisse aussi aller dans une logique de collaboration et d'échange de bonnes pratiques. Alors pour cela, nous avons un panel de 3 speakers, mais en fait de 4 intervenants, 2 femmes et 2 hommes, dans le respect de l'égalité genre représentative, venant de secteurs différents. Alors nous avons avec nous Madame Nada Soudi, qui est professeure à l'ISCAE et qui est chercheur associé à Economia HEM Research Center, qui va nous rejoindre très rapidement. Nous avons avec nous aussi Madame Fatem Zahra Chiat, qui est conseillère régionale en ressources humaines en développement organisationnel à SOS Village International d'Enfants au Maroc. Madame Chayat, bonjour. Bonjour, merci Malé. Bonjour à tous. Ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Merci, merci. Nous avons avec nous Monsieur Kamel Silaoui, qui est président, directeur général à l'Avicenne Private Business School de Tunisie. Monsieur Silaoui, bonjour. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Merci. Et nous avons avec nous Monsieur Hakim Sofi, qui est président, directeur général à Maservi, une compagnie d'assurance et qui nous vient d'Algérie. Monsieur Sofi, welcome, bonjour. Thank you. Merci beaucoup, merci 1000 fois. Je suis ravi de faire partie de ce panel et de pouvoir débattre de ce sujet qui est quand même d'actualité et qui représente les intérêts d'une bonne partie de la corporation. Super, excellent. Alors, je ne sais pas si Madame Soudi est avec nous. Est-ce qu'elle a pu rejoindre le webinaire ou pas? Oui, je suis là avec vous. Voilà. Ravie d'être là. Je serai là pour apporter une petite pierre avec l'étude que nous avons faite sur les 40 entreprises marocaines. Merci, Manal. Alors,
Justement, on va démarrer avec ça. Donc, je rappelle, Madame Soudi, que vous êtes professeure à l'ISCAE à Casablanca. Vous êtes chercheur associé à Economia HEM Research Center. Et c'est dans ce cadre, et à partir de ce cadre-là, dans le cadre du projet SAWI, que vous avez mené avec votre équipe une étude sur l'état des pratiques au Maroc des RRP, recrutement, promotion et rétention, dans certaines entreprises marocaines. Alors, quels sont les principaux enseignements qu'on peut tirer aujourd'hui de votre étude? Très bien. Donc, l'étude a porté sur 40 entreprises marocaines dans 4 domaines d'activité distincts. Donc, il y a le domaine des STEM, c'est-à-dire de l'énergie et services. Il y a le domaine healthcare, de la santé, le domaine de l'éducation et le domaine du banking. Nous avons pris 10 entreprises dans chaque domaine. La première information, c'est que déjà, il y a une disparité d'informations. Ça veut dire, on trouve dans le domaine du banking et du STEM beaucoup d'informations à 3 niveaux, au niveau du recrutement, de la rétention et de la promotion. Par rapport aux autres domaines, c'est un peu avec moins d'informations et moins d'exemples. La contribution principale de cette étude, c'est que nous avons essayé, bien évidemment, de voir toutes les pratiques sur le marché et nous avons utilisé une classification de la diversité, de l'inclusion de Cornell. Alors, je ne sais pas si ça coupe chez tout le monde ou c'est uniquement chez moi. Ça a l'air de couper. Ça a l'air de couper. Donc, j'imagine qu'ici, Madame Soudi, vous parliez d'une classification des chercheurs de HEC sur les égalités de droit, de traitement et de chance. Et l'idée, c'est de voir où se situent les entreprises marocaines que vous avez étudiées par rapport à ces 3 dispositifs. Est-ce que nous avons encore avec nous Madame Soudi? Peut-être pas. Donc, je rebondirai, on reviendra peut-être sur cette étude-là. Moi, je voudrais poser la question à Monsieur Slaoui. Donc, je rappelle que vous êtes président directeur général d'une business school en Tunisie. Donc, vous opérez dans le milieu universitaire, dans une école de commerce. Comment est-ce que cette question du genre a été initiée, a été accueillie dans votre secteur d'activité, en regard bien sûr du contexte politico-économique spécifique de la Tunisie? Alors, dans le cas présent de notre institution, donc qui est une institution d'enseignement supérieur, la problématique de l'inclusion, elle était en fait inhérente à l'histoire du groupe et de l'institution. Du fait que la fondatrice, Madame Smida Hayet, elle-même professeure de français, était à l'origine de ce souffle au début des années 90 de l'enseignement supérieur et de l'enseignement en général privé en Tunisie. Et elle était parmi les initiatrices et donc elle a toujours cru à l'entrepreneuriat dans l'éducation et à l'entrepreneuriat féminin. Donc, je dirais que la question de l'inclusion, elle est dans l'ADN du groupe. Elle est pratiquement un héritage dans les valeurs, dans l'écosystème de l'école. Ce facteur-là a été amplifié par l'histoire du pays, qui a été toujours engagée dans une voie résolument moderniste, résolument engagée vers la femme. Donc notamment le mouvement bourguibiste en faveur de la femme, du code du statut personnel qui a permis de donner des ailes à la femme dans le secteur, dans la force du travail, dans le business et dans l'éducation en particulier. Et ensuite, en fait, l'enseignement
on est bien d'accord, l'enseignement il y a une place privilégiée, inhérente à la femme. Donc, je dirais que c'est un concours de facteurs inhérents à l'histoire de notre groupe. Donc, c'est un legs historique de la fondatrice et de facteurs macro du pays qui font que, naturellement, la femme a pris ses aises dans l'inclusion. Et puis, l'éducation, le secteur lui-même, les facteurs inhérents au secteur qui permettent, en fait, aujourd'hui, d'avoir cette perception globale de l'inclusion comme un facteur de développement, de croissance dans le groupe. Donc, on comprend bien ici qu'on est dans un groupement de facteurs qui ont favorisé un petit peu l'inclusion des femmes, à la fois liées à la nature de l'activité qui est l'éducation, qui est un milieu quand même un peu plus accueillant, on va dire, de la question de l'inclusion plutôt que d'autres, et puis aussi le contexte politique et économique qui encourageait ceci. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas sans challenge et son enjeu de mise en place. On reviendra sur cette question encore tout à l'heure. Je voudrais qu'on repasse sur un autre contexte, peut-être celui des ONG, avec Madame Fatem Zahra Cheyat. Donc, je rappelle que vous êtes conseillère régionale en ressources humaines et développement organisationnel à SOS Village international d'enfants au Maroc. Donc là, on passe sur un secteur d'ONG. Ce sont des dynamiques qui sont différentes quand je parle de dynamique organisationnelle, fonctionnelle. Donc, c'est une ONG internationale, ça a le mérite de le signaler, qui est présente dans plusieurs pays, notamment le Maroc. Vous travaillez sur un domaine qui est quand même très sensible, c'est la conservation des droits des enfants dans le respect des conventions de base des Nations Unies. Alors, dans ce contexte, comment est-ce que la question du genre et de l'inclusion des femmes est apparue alors que vous êtes sur un milieu qui est plutôt très sensible sur la question de protection des droits des enfants? Très bien, merci beaucoup Manal pour cette belle introduction et merci à toutes les... voilà, là, je vois que des femmes, mais toutes les membres du programme Saoui, ça fait plaisir d'en faire partie. Alors, effectivement, nous sommes une ONG internationale qui travaille sur la question de l'enfant et de l'enfance, mais on est aussi des recruteurs et on a aussi des équipes et on a aussi avec ça la mission de former et d'éduquer des jeunes filles et des jeunes garçons qui vont devenir la génération de demain et qui vont devoir être des acteurs de ce changement du genre et d'inclusion. Donc, pourquoi SOS Village d'enfants s'intéresse à ce sujet-là? Je vais dire trois principales raisons pour ensuite vous parler de notre journée, let's say. Donc, nous, on est conscient que les femmes et les filles aujourd'hui, ils sont en train de vivre dans un monde, qu'on le veuille ou non, avec beaucoup de violence, de discrimination, de problèmes liés à la santé et de problèmes liés à la gestion financière. Donc, il y a cet élément-là. Donc, on est tous conscients de cette histoire. Et aussi, il y a des problèmes liés à l'éducation des filles et des femmes. Le deuxième point, c'est en fait... de par notre activité, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, cet objectif et cette mission d'éduquer sur de bonnes bases. Troisième point, on est conscient qu'en tant qu'employeur ou en tant qu'organisation qui va prendre en charge ces enfants-là, le fait d'inclure l'inclusion comme deux éléments pour tout employé, deux besoins fondamentaux pour vivre, déjà d'une manière générale, vivre sereinement, mais aussi avoir un besoin fondamental de se sentir accepté tel que nous sommes. Ça, c'est le premier point. Deux, c'est d'appartenir à une organisation qui nous respecte et de se sentir intégré amplement et entièrement tel que nous sommes. Donc, de tous ces éléments-là, SOS Village d'enfants international, en 2014, ils ont créé une politique de gender equality inspirée clairement de toutes les conventions onusiennes, mais aussi de la 4e conférence de Pékin de 1979. Donc,
on est inspiré de ça parce qu'on fait partie de ces éléments-là et on a cette volonté. Notre volonté, c'est de créer une politique qu'on avait faite en 2014 pour intégrer la question de l'égalité du genre dans notre quotidien pour nos employés, mais encore davantage pour nos programmes, pour les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons et les employés femmes et hommes de SOS Village d'Enfants International. Voilà. D'accord. Donc ici, on est dans une logique où l'ADN, c'est un peu comme disait M. Slaoui tout à l'heure, elle est onusienne, mais pas uniquement sur le cœur du métier, mais elle est aussi dans le mode d'organisation, de telle sorte à ce que vous vous inspirez des conventions de l'ONU par rapport à cette question du genre, en tant qu'employeur, mais aussi en tant qu'organisme qui inculque une forme de culture, de fonctionnement, qui inculque une forme d'éducation aussi aux enfants et aux partenaires avec qui vous travaillez. Exact, parfaitement, parce que déjà pour le business, on va dire, de SOS Village d'Enfants, qui est la protection de l'enfant, il y a une convention unisienne de la protection de l'enfant qui a été depuis plus de 70 ans là pour pouvoir nous donner, nous inspirer à créer. Et donc, c'est justement ces partenariats-là qui nous font grandir et on avance ensemble, bien sûr, séparément, mais avec le même objectif. Avec le même objectif, ok. Ouais. Donc, on a vu cette question de l'émergence du genre et de l'inclusion des femmes dans le contexte de l'éducation en Tunisie, dans le contexte ONG international au Maroc. Je m'adresse maintenant à vous, Monsieur Mohamed Hakim Sofi. Je rappelle que vous êtes le PDG de Maservi. Donc, c'est une entreprise d'assurance nationale privée basée en Algérie. Alors, en préparation du webinaire, on a eu une discussion où vous nous avez un petit peu raconté l'histoire de naissance de cette entreprise-là. Donc, c'est une entreprise familiale lancée par des hommes. C'est bien ça. Et alors, par la suite, on se retrouve avec une entreprise lancée par des hommes dans le secteur des assurances et qui se retrouve aujourd'hui en train de défendre de manière acharnée la question de l'inclusion des femmes. Comment vous expliquez ce passage? Qu'est-ce qui a fait cette impulsion pour le travail et la défense de l'inclusion des femmes dans votre secteur et dans votre pays aussi? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore et qui me permet de pouvoir mettre en exergue la volonté de notre famille, d'une part, et de notre compagnie de promouvoir l'inclusion féminine et même plus loin de l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on est entrepreneur dans l'âme. Et comme vous l'avez dit, donc ça a été des hommes qui ont monté cette société. Mais il faut savoir que du fait de son origine familiale, il faut savoir que dans les familles, vous le savez, hein, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, les femmes ont toujours joué un rôle très important au sein des décisions qui sont prises par les hommes, mais qui sont backées par les femmes. Et nous avons tous eu nos mères, nos épouses, nos filles, avec qui on discute, on parle et on promeut certaines de leurs idées. Elles sont véritablement en back-office. Alors l'idée, c'est que on est parti d'un point de vue culturel, c'est-à-dire que la culture machiste de la société faisait que, évidemment, ceux qui sont en front, ceux qui montent la société, sont des hommes. Pourquoi? Pour différents clivages culturels et traditionnellement considérés comme acquises au sein de la société. Mais au fur et à mesure, la féminisation des cadres et l'intégration des femmes dans la société s'est faite naturellement pour plusieurs raisons. La première, parce que nous avons eu la possibilité d'avoir beaucoup de discussions en interne sur la capacité des femmes de pouvoir promouvoir un projet ou de pouvoir prendre des responsabilités et de prendre des décisions. Ça s'est acquis naturellement au vu des décisions qui ont été prises par nos propres parents, donc nos mères surtout, toute la partie féminine de la famille. Et puis, de tout temps, les femmes se sont engagées et ça on le sait, notamment en Algérie et dans les pays du Maghreb, elles se sont engagées dans tous les processus révolutionnaires de manière active, comme en Algérie durant la décolonisation, et elles ont toujours, même de manière indirecte, elles se sont engagées dans un processus de promotion des forces vives de la nation. Elles sont les mères et les actrices majeures de nos révolutions tout au long de l'histoire de l'humanité, quel que soit le type de révolution qui ont été menées. Les femmes sont à la base de toute forme de lutte contre les discriminations, et notamment pour accroître l'égalité et la promotion de la croissance économique inclusive et durable. Alors,
Dans ce cadre-là, on est parti d'un postulat que dans les pays en voie de développement, le travail des femmes salariées est l'exception et non la norme. Et on a voulu changer les choses. Pourquoi? Parce que ça s'est imposé à nous et c'est là où on voit l'impact de l'alphabétisation de la société et des femmes dans la société. C'est qu'on s'est retrouvé avec beaucoup plus, très simplement, très concrètement, on s'est retrouvé sur des postes opérationnels avec beaucoup plus de CV féminins que de CV d'hommes. Sur la partie opérationnelle et sur la capacité qu'elles ont de donner un travail de qualité. Et donc, on a été, d'un côté, ça s'est imposé à nous, de par les capacités des femmes, notamment dans le cas qui est le nôtre, l'Algérie, et de l'autre côté, parce que nous voulions le faire. Alors, pourquoi nous voulions le faire aussi? Parce que vous allez me dire, Monsieur Soufi, vous êtes une famille qui avait monté une compagnie et vous vous êtes reposé sur des hommes à la base. Mais parce qu'il y a aussi un esprit religieux. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique religieuse, mais je tiens à vous dire que, par exemple, quand vous prenez Lalla Khadija radhiyallahu anha, qui était l'une des premières entrepreneurs femmes du monde musulman, quand vous prenez les révolutionnaires algériennes, vous avez à peu près, on a recensé pendant la révolution algérienne 10 949 militantes, 1755 maquisardes et 65 combattantes ayant participé à la révolution algérienne. Donc, partant de ce postulat, je doute qu'on puisse mettre en doute la force et la capacité des femmes de pouvoir gérer un projet, même si c'est de l'ordre d'une société comme celle de Masselvi, qui est une compagnie d'assurance vie, je vous le rappelle. Hein, on n'est pas dans le dommage, mais on est dans l'assurance vie. Et très franchement, qui de plus créatif qu'une femme, celle qui inspire l'homme en tant que femme en elle-même et celle qui donne la vie en tant que mère. Donc, on leur fait énormément confiance et on a bien fait, je vais vous le dire, hein, je vous le dis en toute sincérité. Aujourd'hui, on se retrouve, le résultat est clair, je vais être pragmatique. On est à 38% en termes de composition hommes-femmes au sein de la société, 38% de femmes par rapport aux hommes, et on a 2 femmes qui sont dans le board des directeurs, qui est composé de 10 personnes, et dont les 2 femmes, une s'occupe de la direction de la réassurance, qui est la colonne vertébrale de toute compagnie d'assurance, quelle que soit son activité, et l'autre qui s'occupe de la direction sinistre, qui, elle, est en front par rapport à notre clientèle et qui répond favorablement à notre volonté d'être customer-centric, c'est-à-dire on a envie d'être focus client. Donc, je vous le dis en toute honnêteté, c'est parti d'un point de vue religieux, culturel et ensuite factuel et opérationnel. Super. Donc, on voit très, très clairement que les fondements, voire même les fondations, sont bien présentes pour justifier très amplement et de manière très libre le besoin de cette égalité homme-femme dans le milieu du travail. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que, au-delà de tous ces éléments qui sont bien forts et bien solides tels que vous les avez présentés aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des disparités entre les hommes et les femmes dans le milieu du travail. À votre avis, à quel moment est-ce qu'on rencontre des déperditions des femmes dans le milieu du travail? Alors, les déperditions sont claires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'abord, pour répondre à votre question, ce sont des facteurs culturels. C'est des traditions qui sont ancrées au sein de la société. Ce sont des gens qui clairement vous disent une femme ne peut pas donner, ne peut pas fournir un travail de qualité et un travail de manière constante. Pourquoi? Parce qu'elle doit s'occuper de sa maison, elle doit s'occuper de sa famille, elle doit s'occuper de ses enfants. Et c'est là toute la magie du courage qu'ont les femmes, notamment les femmes entrepreneurs, les femmes salariées. Elles arrivent à dépasser ce clivage-là. Ce qui, en conséquence, vous donne un résultat très clair. C'est que vous avez des femmes aujourd'hui qui sont, pour moi, hein, en ce qui me concerne, c'est un avis qui n'engage que moi et que j'espère va être partagé par la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent. Les femmes sont plus courageuses, sont plus entreprenantes que les hommes, pour la simple et unique raison qu'elles gèrent 2 choses. Elles gèrent leur vie professionnelle et elles gèrent leur vie familiale. Alors imaginez que vous faites la sommation, qu'est-ce qui lui reste à elle? Qu'est-ce qui lui reste à elle? Et d'un point de vue purement fonctionnel, aujourd'hui, je vous le dis, je vous le confirme, une femme, en termes de productivité,
nous donne aujourd'hui, les résultats sont clairs, nous donne beaucoup plus en termes de performance, nous donne beaucoup plus à l'entreprise qu'un homme en règle générale. Super. Donc là, très clairement, on a la confirmation très pratique et opérationnelle sur le degré de retour sur investissement de la question de l'inclusion des femmes d'un point de vue managérial. Moi, je voudrais qu'on aborde un petit peu la question du comment maintenant. Hein. Je pense que sur la question de pourquoi est-ce qu'on devrait le faire, qu'est-ce qui pousse les entreprises à le faire, les arguments sont bien solides. Si on veut aller sur la question de l'opérationnalisation, très pratiquement, par rapport aux personnes qui nous suivent aujourd'hui, Monsieur Slaoui, vous qui êtes dans le milieu académique, comment est-ce que vous avez interagi avec d'autres secteurs pour travailler de manière collaborative sur cette question d'inclusion des femmes? Parce que j'imagine que quand on veut travailler sur la question, on ne se met pas tout seul à réfléchir et à trouver des solutions. Le travail collaboratif est certainement très utile. D'ailleurs, c'est un des objectifs du projet SAOI, c'est de réunir les employeurs et pouvoir discuter ensemble. Comment est-ce que vous avez expérimenté ceci dans votre activité? Alors, en étant une école de commerce, la continuité naturelle d'une école de commerce, c'est l'écosystème entrepreneurial. Et nous avons en fait tissé des liens à travers l'entrepreneuriat féminin pour justement avoir un retour de bonnes pratiques et un souffle entrepreneurial nouveau, y compris en intrapreneuriat dans notre université. Donc, je citerai en particulier une initiative qui s'appelle Ahnanse, qui a été lancée à partir de notre école et qui a eu des débordements par la suite dans les médias et dans le tissu entrepreneurial et qui consistait en fait à favoriser une culture de prise de participation de la femme dans le tissu entrepreneurial, d'initiative, de networking, de partage de connaissances dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est un effet à double sens puisque en fait, en encourageant nos enseignantes et nos étudiantes à participer dans des compétitions d'entrepreneuriat ou aller sur des parcours formateurs d'entrepreneuriat et en faisant aussi de l'accompagnement et du coaching dans notre propre incubateur dans l'école, nous avons créé une dynamique qui a permis par la suite le partage, notamment dans une radio locale, de ces retours d'expérience-là. Et je pense que nous avons pu apprendre du tissu entrepreneurial deux choses. D'abord, plus de participation de la femme dans l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la génération de nouvelles idées innovantes dans l'école de commerce, et avoir des équipes mixtes, y compris dans la direction, ça permet plus de performance. Ça permet plus de performance parce qu'il y a des styles de direction différents, il y a des idées, des prises de points de vue différentes. Et lorsque vous avez ce genre d'interaction, forcément, la performance elle est meilleure parce qu'il y a plus d'échanges, il y a plus d'idées qui se créent. Et le deuxième retour, ça a été aussi un apport important en termes d'innovation, y compris en termes digital. C'est-à-dire que nous avons emprunté à l'entrepreneuriat, au secteur entrepreneurial, plusieurs méthodologies, y compris dans la digitalisation, qui nous ont permis de favoriser l'inclusion. Par exemple, sur le volet du recrutement, nous avons essayé d'enlever les biais de l'inclusion et de l'accès aux opportunités de recrutement par une plateforme digitalisée de sélection et de recrutement qui permet à l'accès équitable à la femme, aux opportunités d'emploi et à la sélection de bout en bout pour un poste donné à PBS. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a plus de prise de risque, je dirais, de la femme dans la prise dans des candidatures, dans des postes de direction, dans des postes plus exécutifs. Et cette plateforme-là, elle permet en fait
positionner le candidat sur des soft skills et aussi sur des hard skills. Mais ce qui est intéressant, c'est que du moment où la plateforme elle est digitalisée, que tout se passe à distance, il y a un biais qui s'enlève. Il y a un biais dans les entretiens qui s'enlève et nous retrouvons plus statistiquement de femmes à l'arrivée sur des postes plus exécutifs et plus importants. D'accord. Donc là, très clairement, la question de la digitalisation neutralise plusieurs éléments du processus de recrutement et va même encourager les femmes à dépasser certains stéréotypes ou certaines formes d'autocensure. Et donc, ça les pousse à être un peu plus courageuses pour postuler. Oui, Monsieur Sophie, je vous donne justement la possibilité de réagir à cette question-là, parce que je sais que sur la question du digital… Ouais, alors je veux juste rectifier quelque chose. C'est pas que ça donne le courage aux femmes de se dépasser en soi. Non, ça bloque, ça annihile les facteurs de blocage qui sont induits par la société. La digitalisation, c'est ça. Mais j'aimerais revenir juste sur les principales barrières à l'avancement des femmes et les politiques centrées sur l'intégration des femmes. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ? Ok, oui. Alors, moi, à mon petit niveau, ça fait quand même 11 ans qu'on a mis en place Ma Servie et plus de 20 ans de travail dans le secteur des assurances. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les principales barrières à l'avancement organisationnel des femmes, c'est les stéréotypes et préjugés sur le rôle et les capacités des femmes, le manque de modèles de femmes à haute responsabilité ou ayant visiblement réussi, le manque d'expérience professionnelle ou de management, les responsabilités familiales ou personnelles et le manque de parrainage. Du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et on a suivi des règles. Hein. On a mis en place ce qu'on appelle des politiques d'entreprise avec des programmes de parrainage, se connecter à des réseaux de femmes, du coaching pour les femmes, l'évolution, c'est-à-dire l'évolution de carrière, la formation, etc. La responsabilisation des femmes, notamment c'est pour ça qu'on a les deux femmes qui sont les deux directrices qui sont désormais dans le board depuis maintenant près de 8 ans. Hein. On a des objectifs de recrutement parce que sur 5 ans, nous, on souhaite arriver à une parité 50-50 hommes-femmes dans la société. Et vous pouvez juste nous rappeler les fonctions de ces deux femmes qui sont sur le board, parce que je pense que ça le mérite de le souligner. Alors, la première, elle est Dalal Ziani, elle est directrice de la réassurance. C'est elle qui s'occupe de toute la politique de réassurance qui est fondamentalement importante pour l'activité de la compagnie d'assurance. Et vous avez Madame Lagraciham qui, elle, aujourd'hui, gère la partie sinistre, c'est-à-dire tout ce qui est réception, traitement, analyse et accord de remboursement pour les clients, qu'ils soient en corporate ou en B2C. Donc, il ne s'agit pas de fonctions de support ou des fonctions secondaires. Ce sont des fonctions qui sont vraiment liées au cœur du métier de l'assurance vie. Alors, au niveau institutionnel, ce sont des fonctions régaliennes quasiment. Elles font partie des 3, 4, 5 directions les plus importantes dans une compagnie d'assurance. Alors, il y a aussi autre chose. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Et il y a aussi la nécessité pour des compagnies telles que les nôtres qui se veulent des compagnies qui ont un sens, qui ont un but, qui ont un objectif, un rôle social à avoir dans la société. C'est aussi une volonté d'avoir une belle image. Attention, on a la diversité, l'inclusion des femmes est aujourd'hui politiquement correcte et s'inscrit dans la vogue de l'entreprise éthique et socialement responsable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la complémentarité entre hommes et femmes qui permet à l'entreprise d'avoir de l'innovation, d'avoir de la créativité, de ne pas se priver de ressources importantes. Les femmes sont aussi les germes, permettent d'avoir des germes de changement. Elles jouent un rôle très important dans la culture d'entreprise. Elles répondent aussi à l'évolution législative en matière d'égalité professionnelle. Et évidemment, il y a aussi une demande, dernier point, il y a une demande en faveur de l'égalité professionnelle, c'est-à-dire elles permettent de consacrer l'évolution législative dans la matière et l'évolution sociologique. Les jeunes diplômés seraient aujourd'hui attentifs
à la qualité de vie dans une entreprise au moment de leur choix. Et les femmes jouent un rôle important. Et ça permet d'avoir ce genre de force. Tout ça combiné, tous ces 5 éléments combinés permettent, avec les politiques dont je viens de vous parler, le parrainage, le réseau, le réseautage, le coaching, l'évolution de carrière, etc., ça permet de donner une vraie force, de vrais piliers sur lesquels se repose l'activité de la société. Sans oublier l'activité, c'est-à-dire l'objectif, c'est de dire non seulement nous vendons des produits qui répondent aux objectifs, qui répondent aux préoccupations du moment et des clients, mais aussi qui répondent à une philosophie de vie que nous voulons avoir dans nos pays. C'est ça. Donc, je retiens que de cette combinaison d'arguments, il y a quand même cet élément qu'il faudra souligner avec courage, le fait que travailler sur la question de l'inclusion, c'est aussi une question d'image, hein, oui. Ayons le courage quand même de le dire, mais ce n'est jamais une question isolée. C'est une question d'image à combiner avec plusieurs autres éléments pour que ça donne de la consistance. Voilà. Et là, je donnerai la parole à Madame Cheyat là-dessus, si vous me permettez. Juste pour voir comment est-ce que ça s'opérationnalise, vous, de votre côté, au niveau d'une ONG internationale. Est-ce que, en termes d'opérationnalisation, vous avez expérimenté certaines pratiques que vous souhaitiez partager aujourd'hui? Très bien. Alors, du point de vue opérationnel, moi, j'aimerais d'abord dire que l'inclusion, ce n'est pas un objectif qu'on va atteindre et on va s'arrêter là. Et il faut beaucoup de courage pour pouvoir challenger le statu quo parce que c'est des mentalités, c'est une culture, etc. Et pour devenir un employeur inclusif. Mais je suis convaincue et nous sommes tous convaincus ici que cette journée et les résultats attendus worth it, c'est-à-dire que ce qu'on va avoir par la suite est intéressant. Et donc ça, c'est la donnée de base. Ensuite, à partir de cette politique de gender equality qui a été mise en place par SOS Village d'Enfants International en 2014 et avec un toolkit qui a été aussi mis en place pour les associations nationales au monde entier, mais aussi les bureaux régionaux qui font partie de la fédération de SOS, on a en fait mis en place chacun de son côté un plan d'action. Mais avant de faire ce plan d'action-là, il y a eu d'abord un audit qui a été fait pour pouvoir évaluer ce qu'on fait, avoir de la data, parce que c'est très important pour pouvoir agir par la suite. Donc, d'abord l'audit, ensuite la constitution d'une équipe pluridisciplinaire inclusive. Tous les départements sont là pour pouvoir discuter, échanger autour des résultats de cet audit-là. Et on a cette équipe multidisciplinaire qui va travailler sur des actions. Et donc, on a un plan d'action SMART, des objectifs SMART, mais aussi le plan d'action qui est opérationnellement facilement applicable pour pouvoir avoir un impact le plus rapide et durable aussi. D'accord. Donc, ce plan d'action, il est réparti sur 4 catégories. D'abord, les politiques. Ensuite, nous avons les capacités techniques, la responsabilisation des acteurs, que ce soit les directeurs nationaux au sein des associations nationales dans les différents pays, mais aussi au niveau de la culture de l'organisation. Donc, dans tout ça, il faut dire que les politiques RH ont une grande partie, parce que, notamment celle du recrutement, parce que c'est au moment du recrutement qu'on va intégrer une nouvelle personne au sein de l'organisation, et c'est là où le sentiment d'appartenance, d'inclusion, etc. commence, et on va se dire justement par rapport à cette partie de marque employeur, est-ce que je vais rester avec cette organisation, cette entreprise ou pas, de par sa culture et son esprit d'inclusion de toutes les catégories de personnes. Voilà. Donc là, je retiens quand même quelque chose qui a été en commun avec vos 3 interventions et qui est quand même un élément fort du projet SAWI sur lequel tous les country partners travaillent aujourd'hui. Ce sont cette question de politique. Politique RH, le fait d'asseoir des politiques de base qui sont clairement identifiées, clairement écrites, communiquer pour que par la suite, les pratiques RH qui vont suivre
pourront être faites sur des bases qui respectent la question de l'égalité, de l'équité et de l'inclusion. Juste par rapport à une question technique, dans le respect du timing, je préfère qu'on laisse 10 minutes pour les questions-réponses, mais juste avant de le faire, je voudrais qu'on revienne une toute petite minute à Madame Nada Soudi, comme elle a été coupée tout à l'heure. Cette catégorisation par égalité de droits, de chances et de traitement est très importante, telle que vous avez commencé à l'expliquer tout à l'heure, par rapport aux employeurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'un ou l'autre élément qui pourrait être, à votre avis, le plus saillant à expliquer aux participants du webinaire d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Manel. Donc, il faut dire que pour l'égalité de droit, la majorité des entreprises se conforment à l'égalité de droit. Maintenant, l'égalité de chance, nous avons deux cas. Nous avons les discriminations positives et nous avons les actions positives en faveur de la femme. Donc, les discriminations positives, par exemple, à valeur égale ou aux mêmes compétences, nous allons essayer d'inclure des femmes pour avoir un prorata d'inclusion qui est élevé. Et nous avons aussi l'égalité du traitement qui est encore plus avancée. Et je l'ai remarqué, surtout, nous l'avons ressenti dans le secteur du banking, où vous avez des femmes qui sortent en maternité tout en gardant la possibilité d'avoir la prime intégrale, ou la possibilité d'avoir une extension, justement, pour une extension du congé de maternité pour un demi-solde, par exemple, et revenir et retrouver leur poste naturellement. Et donc là, ce sont les trois dispositifs qui sont très intéressants parce qu'ils sont à des degrés différents, mais il faut noter que la quasi-totalité des départements aux ressources humaines, ils voient que tout ce qui est fait par les RH n'est pas reproducteur d'inégalité ni de discrimination homme-femme. Voilà, c'était pour mon étude. Merci, Manel. Merci à vous. Alors, je m'adresse peut-être maintenant aux personnes qui ont rejoint notre webinaire pour voir si vous avez des questions. On a à peu près 10 minutes pour dialoguer avec nos speakers. Est-ce que nous avons des questions de la part du public ou est-ce que nous pouvons encore continuer? Je pense que nos trois speakers ont certainement encore d'autres tips, d'autres conseils à donner. Peut-être en attendant les questions qui arriveraient certainement sur le chat. Alors, la question de Dr. Karam est clairement par rapport au contexte actuel dans lequel nous vivons. Donc, on est dans une ère où il y a la crise économique, on a d'autres enjeux qui sont apparus. Comment est-ce qu'on pourrait encore convaincre un employeur de travailler sur la question du genre aujourd'hui au regard du contexte actuel? Oui, Monsieur Sophie? Alors, je vais être clair, enfin, je suis connu pour mon franc-parler et j'ai juste envie de faire passer… Ah, on l'a remarqué. Ah, vous êtes gentil, merci beaucoup. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que je pense, vous savez, la Covid et la digitalisation qui s'en est suivie, mais qui était déjà là avant la Covid, c'était un sentiment qu'on percevait. Je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire de genre, il n'y a plus d'histoire de homme-femme ou… Je vais vous donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, vous avez une femme qui va prendre un congé maternité. Aujourd'hui, il y a des hommes qui prennent des congés paternité. Oui. C'est des gens, c'est-à-dire que maintenant, la psychologie du salarié, la psychologie de l'individu qui travaille, qu'il soit entrepreneur, son propre patron ou salarié, est totalement différente. Il y a un avant-Covid et il y aura un après-Covid. Les gens veulent vivre, madame. Les gens veulent vivre. Les gens ne veulent pas vivre pour leur travail. Ils veulent vivre pour leur famille. Ils veulent que leur travail soit bénéfique pour leur famille. Donc, l'histoire de l'homme qui part de la maison et qui revient à 22 heures ou qui ne revient pas du tout au bout de 2 jours parce qu'il a beaucoup travaillé, c'est terminé. Et c'est pour ça que la digitalisation, elle est extrêmement importante parce qu'elle va supprimer ces barrières-là. Les gens vont pouvoir vivre de leur travail, de chez eux, avec une sorte de bonheur. On va avoir un bonheur de travailler. On ne va plus être contraint de travailler. On va avoir un bonheur.
la vraie problématique aujourd'hui, c'est la problématique de la formation. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est qu'un chef d'entreprise, s'il n'est pas heureux dans son travail, ben, qu'il ne travaille pas et qu'il change d'activité. Mais s'il ne rend pas heureux, ses salariés, qu'ils soient hommes ou femmes, eh ben, son entreprise ne va pas évoluer. Donc là, vous mettez le cursus plutôt sur la question de la réorganisation du travail et la question du bonheur au travail. Comment? Parce qu'avec cette crise, la manière de travailler a dû changer. Elle a changé naturellement. Ceux qui croient qu'elle n'a pas changé sont au pire fous, au mieux inconscients. Le concept dont je suis en train de vous parler, c'est la nouvelle philosophie du travail. Aujourd'hui, on ne peut plus, cette question de dire homme, femme, cette différence, il faut les inclure, etc., elle est obsolète pour moi. Moi, je vois la capacité de l'individu, je vois la capacité de la personne, je vois ses initiatives, je vois ses prises de position, je vois sa capacité à prendre sur elle des responsabilités et de dire c'est mon entreprise. Cette capacité aussi de vivre son bonheur dans le travail, comme si elle était mariée à son travail. Elle est mariée, vous savez, je vais vous dire, une femme ou un homme, c'est comme un costume. Si ce n'est pas fait sur mesure, ce n'est pas la peine de se marier. Alors, l'idée, c'est de faire aussi la même chose au niveau de la société, de la compagnie, des sociétés dans lesquelles on travaille. Donc, il y a deux éléments qui sont importants dans le domaine de l'inclusion des femmes et on ne va pas aller plus loin. Un, vous avez le régulateur qui ne doit pas contraindre, parce qu'on est dans une période où contraindre ne sert à rien. Il faut inciter. Il faut que le législateur incite à l'inclusion des femmes dans la vie économique parce qu'elle permet de gagner des points de productivité, des points de PIB. Deuxième chose, c'est le chef d'entreprise qui doit se dire « Attendez, moi, je n'ai pas à faire de discrimination entre hommes et femmes. Moi, je vois la capacité de l'individu. Il est diplômé, il est formé, et même s'il n'est pas diplômé, c'est pour ça qu'il y a les entretiens. Quelle est sa capacité aujourd'hui de pouvoir me produire un travail créatif, innovant et qui me fasse avancer, qui me ramène quelque chose pour l'entreprise. Donc moi, l'idée, enfin pour conclure, c'est que je ne veux plus entendre parler d'hommes ou femmes. Je veux entendre parler de bonheur au travail et de capacité des individus, qu'ils soient hommes ou femmes, de pouvoir faire avancer la société comme si c'était la leur. Très bien. Donc là, ça a le mérite d'être très clair. C'est une position qui est très courageuse aussi, de neutraliser tous les aspects liés au genre pour rester concentré sur l'ADN de l'entreprise, sur cette nouvelle philosophie du travail et rester concentré sur l'humain dans sa globalité. Est-ce que, Madame Chayat, Monsieur Slaoui, vous partagez cette même vision de la chose? Philosophiquement, je pense que oui, mais pratiquement, est-ce que vous sentez qu'il y a encore besoin à ce que le régulateur, comme a dit Monsieur Sophie, arrête d'imposer et qu'on aille plutôt vers l'incitation? Est-ce que vous ressentez ceci dans votre domaine d'activité ou pas? Peut-être Monsieur Slaoui? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises vont aller vers plus d'inclusion parce que c'est plus pragmatique économiquement que l'inclusion, ça devient plus évident, de plus en plus évident. Plus d'inclusion signifie une performance accrue et donc pour l'entreprise, on va basculer d'un débat juridique sur l'équité, sur les moyens d'imposer, entre guillemets, une inclusion ou une équité entre les genres. Plutôt on va passer vers un débat plus rationnel, plus économique, plus pragmatique, où l'entreprise va aller vers l'inclusion, vers plus d'inclusion, vers plus de participation de la femme dans la prise de décision au sommet de la pyramide, parce que l'entreprise y gagne. Et donc, je pense que ça change complètement le débat, ça change complètement la discussion. Aujourd'hui, les entreprises qui ont plus d'inclusion sont plus agiles, font de meilleures décisions et sont plus performantes. Et donc, finalement, c'est le pragmatisme qui va régner, qui va gagner. D'accord, ok. Madame Chayat, est-ce que vous partagez cette même perspective et peut-être même pour aller un peu plus loin dans le débat par rapport au travail collaboratif avec plusieurs acteurs, notamment ici dans le network de Sawi, comment est-ce qu'on peut inspirer d'autres employeurs
à embarquer sur la question de l'inclusion, prenons en considération un petit peu les éléments qui ont été discutés ici. On est dans la question de l'incitation, pas du forcing, on est dans les logiques économiques d'abord. Comment est-ce que vous positionnez le débat de votre côté? Alors, moi, je vais d'abord rebondir par rapport à ce qui a été dit par Monsieur Sophie et Monsieur Selawi. En fait, je rejoins parfaitement leur point de vue. L'inclusion doit être, en fait, le débat doit être neutralisé. On doit se concentrer sur le business parce que les hommes et femmes, c'est naturellement, ils doivent avoir les mêmes accès et ils sont égaux. Mais je pense que la société aujourd'hui, je ne sais pas au Maroc, mais peut-être dans les autres pays, on n'a pas encore atteint cette maturité pour pouvoir faire cela automatiquement. On a besoin de lois qui vont nous aider, nous orienter pour pouvoir imposer une réglementation. Donc la loi, la dimension de la loi, pour moi, reste importante. Bien sûr, des lois qui vont discriminer positivement la femme, quoique je n'aime pas cette appellation de discrimination positive, mais on a besoin de lois parce que tu peux trouver vous pouvez trouver dans le même secteur un employeur, d'ailleurs ça existe dans le secteur automobile, un employeur qui est très inclusif et fait preuve de plusieurs initiatives, alors que d'autres dans le même secteur qui ne font rien pour les femmes. Donc, s'il y avait une loi qui impose quelque chose par rapport à la maternité, etc., tout le monde va appliquer parce que ça vient de la loi. Donc, pour moi, la dimension de la loi, avant d'atteindre la maturité, est importante. Ça, c'est un. Deux, comment en fait, peut-on inciter d'autres employeurs à rejoindre cette aventure? D'abord, on est tous conscients que l'inclusion, elle a beaucoup de points positifs et d'objectifs positifs. Donc, en fait, comment les inclure, c'est de partager avec eux ces résultats positifs que nous sommes en train d'atteindre, ne serait-ce que le bonheur au travail et l'épanouissement des employés, et aussi les résultats financiers qu'on arrive à atteindre en étant des employeurs inclusifs. J'ai aussi, en fait, par rapport aux politiques, les RRP, le recrutement, la rétention et la promotion, ce sont trois éléments importants pour la partie RH que personnellement, I'm looking forward to learn from Sawi pour pouvoir implémenter et développer ces politiques chez SOS Village d'Enfants International, particulièrement pour le Maroc, pour le bureau du Maroc. Donc, il y a ça. J'ai aussi vu une question. Je vais me permettre de répondre à ça, si vous le permettez. Je vous en prie, allez-y. Ouais, donc il y a une question qui a été posée. What are the biggest mistakes that an HR manager can make when trying to promote women's equity? Effectivement. Donc moi, cette question, je l'aime bien. J'ai trois éléments de réponse pour être très, très brève. D'abord, la première erreur, c'est de ne pas tenir en compte de la culture du pays. Parce que si on ne tient pas en compte la culture du pays, on va passer à côté. La deuxième erreur, en fait, c'est de le faire rien que pour remplir des indicateurs. C'est-à-dire que ne pas le faire justement pour être un employeur inclusif ou un HR manager qui va proposer des politiques inclusives. La troisième erreur, c'est de ne pas inclure tout le monde dans les plans d'action, justement parce que si ça vient du haut, top-down, les gens ne vont pas se sentir inclus, du coup, ils ne vont pas adhérer. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que si on n'a pas l'engagement du leadership, du top, vraiment du top, c'est très difficile de réussir cette aventure d'inclusion. Et donc, pour les HR managers, c'est la première chose qu'il faudra travailler. Voilà, donc c'était ça de ma part. Merci. Alors, super, excellent, merci Fatem Zahra. J'ai juste certaines réactions qui arrivent en disant que l'approche méritocratique en matière de gestion de la diversité est très biaisée. On a beau dire qu'effectivement, il faut rester concentré sur l'approche économique, sur le bonheur au travail, mais on se rend compte qu'il y a quand même des biais qui font que les femmes n'ont pas les mêmes chances d'accéder à certains postes ou à certaines positions. Et donc, finalement, il y a peut-être encore besoin de certains coups d'impulsion
de la part des managers HR, de la part des entreprises, et pas uniquement de la part des entreprises, hein, aussi de la part de la société de façon globale. Ça peut aller jusque des messages publicitaires qui passent à la télé pour remettre les pendules à l'heure et remettre les fonctions de chacun pour qu'il n'y ait pas de répartition sexuée des tâches. Alors, est-ce que vous pensez que les entreprises doivent quand même, au-delà de cette nouvelle philosophie de travail dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Sophie, est-ce que vous pensez que les entreprises doivent quand même un petit peu forcer cette question d'égalité homme-femme? Parce que justement, il y a encore des biais, il y a encore des personnes qui ne sont pas aussi convaincues que vous. Oui, non, c'est clair. Sauf que moi, j'aimerais répondre par quelque chose encore une fois, de très clair. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la disruption. La disruption, ça veut dire quoi? Ça veut dire détruire tout ce qu'il y avait avant et le reconstruire dans une autre manière. Et en anglais, on dit « we have to bang the market ». C'est-à-dire qu'on a besoin de choquer. On a besoin de… Moi, par rapport à ce qu'a dit Madame Chayat, il faut prendre en considération la nature de la société, dans le pays dans lequel on travaille. Moi, je suis d'accord avec tout, avec tout ce qu'elle a dit. Mais il y a une chose où je ne suis pas d'accord, c'est ça. C'est-à-dire que moi, au contraire, moi, je suis quelqu'un plutôt, dans l'entreprise, je suis quelqu'un plutôt de dire non, il faut choquer, justement. Il faut mettre en avant toutes les forces que nous avons dans l'entreprise pour communiquer dessus. Une des forces, c'est d'avoir justement des femmes qui sont capables d'aller de l'avant et qui sont capables de ramener des résultats. Donc, pour moi, il faut choquer. 2, permettez-moi juste de vous donner quelques exemples que je vous ai préparés. Alors, vous allez tout de suite comprendre. Vous avez Simone de Beauvoir, 1908-1986. Simone Veil, 1927-2017. On a Wangari Maathai, 1940-2011, militante politique et écologiste originaire du Kenya. On a Malala Yousafzai, née en 1997, qui a reçu le prix Nobel de la paix. Vous avez Rosa Parks, lutte contre la ségrégation raciale. On a Margaret Hamilton, cette informaticienne et mathématicienne américaine qui était chargée du logiciel de guidage qui a permis de se rendre sur la Lune en 1969 sur la mission Apollo 11. Vous avez Christine Lagarde, vous avez Marjorie Scardino, qui est la directrice générale de Pearson, 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Anne Lauvergeon, PDG d'Areva, 7,5 milliards d'euros. Vous avez Ho Ching, Temasek Holding, avec 41 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2007. Effectivement, les exemples ne manquent pas pour justifier le point. Je vais vous dire aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les hommes feraient la part belle aux femmes pour la simple et unique raison qu'elles n'ont besoin de la pitié de personne. Et elles n'ont besoin d'aucune forme de compréhension de la part des hommes, etc. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si vous voulez parler d'égalité des chances, si vous voulez parler d'égalité entre femmes et hommes, c'est l'égalité dans la capacité qu'elles ont de travailler et de fournir un travail de qualité. Ma patronne, moi, par exemple, je serais parfaitement heureux d'avoir une patronne qui, elle, me donne des missions à suivre. Maintenant, c'est un problème de culture, c'est un problème de façon de voir les choses. Mais on est par exemple, là, je suis à Alger, vous êtes à Casablanca, d'autres sont dans les capitales, etc. Et évidemment, c'est beaucoup plus évolué. Le rôle du législateur, quand je dis qu'il a un rôle incitatif, c'est de dire que, par exemple, il pourrait y avoir des crédits d'impôt, il pourrait y avoir des avantages, il pourrait y avoir, je vous donne un exemple. Allez, on va être plus simple et assez rapide, parce que je sais que le temps… On a la loi on a en France la loi Copé-Zimmermann. On a eu une proposition de loi déposée le 8 mars dernier par Marie-Pierre Rixin, députée de l'Essonne et présidente de la délégation aux droits des femmes, qui a été adoptée par la Commission des affaires sociales, qui, elle, parle aujourd'hui du quota des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises. Vous avez, rendez-vous compte qu'en France, par exemple, il n'y a que 8 startups du Next 40 et de la French Tech 120 qui ont une fondatrice, donc une femme qui… Une femme entrepreneur. Entrepreneur. Je veux dire, bon, aujourd'hui, d'un côté, je suis en colère parce que je ne vois pas qu'après toute l'histoire de l'humanité portée de nombreuses fois sur des sujets lourds, où c'était une question de vie ou de mort, les femmes se sont mises en avant et aujourd'hui, on est en train de se dire, allez, les managers, pourquoi ils ne s'y mettraient pas? Mais ils vont s'y mettre, qu'ils le veuillent ou non. C'est aussi simple que ça.
Il faut arrêter de dire non, il faut faire. Non, il faut dire aujourd'hui, faites. C'est aussi simple que ça. Et si le législateur peut donner les moyens, allez, d'accélérer cette transition vers des gestionnaires ou vers des cadres femmes, ou de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, eh bien, vous allez tout gagner. Et je vous donne une dernière phrase, une toute dernière phrase que j'ai notée parce qu'elle est extrêmement importante pour moi. C'est si vous voulez éclairer une société en unissant toutes ses forces, il faut passer indubitablement par l'inclusion des femmes dans le processus de développement économique. Et je m'arrête. Je pense que le son de cloche donné par M. Sophie est très clair là-dessus. Les arguments de base sont indiscutables et il n'y a plus maintenant à développer encore plus d'arguments pour l'inclusion des femmes. Il faut passer à l'action. Et je pense que c'est sur quoi nous sommes tous engagés dans le projet Sawi, avec les country partners sur les 8 pays, avec les entreprises qui sont engagées, c'est justement pour passer à l'action, pour expérimenter. Alors, c'est sûr qu'on a des chefs de file comme nos guest speakers aujourd'hui qui sont convaincus, qui n'ont pas besoin à ce qu'on sorte encore les arguments pour le faire. Mais justement, ça pèse un petit peu sur vous pour tirer un petit peu vers le haut les autres entreprises, les autres managers qui sont encore dans la logique de réfléchir à pourquoi et comment et quel est le retour sur investissement, quels sont les outils à mettre en place. Et donc, ça nous met justement dans la perspective de développement encore plus de cette question par rapport aux employeurs. Je pense que pour une question de respect de timing, on a un petit peu débordé de 5 minutes. Mais s'il y a des personnes qui voudraient poser l'une ou l'autre question, peut-être juste pour clôturer, pour un mot de la fin, ils ou elles peuvent juste lever la main ou activer le micro. Sinon, je propose à ce qu'on ait un petit mot de clôture par chaque guest speaker. Madame Fatem Zahra Chiat, peut-être un mot pour juste donner un timbre d'encouragement et un coup d'impulsion pour les prochaines étapes du projet Sawi et nos prochaines rencontres. Oui, je vais me permettre de dire 2 mots. Le premier pour les RH et pour les politiques. Il faut dire que le parcours vers l'inclusion mérite vraiment de parcourir le chemin. Vous gagnerez en satisfaction personnelle et professionnelle. Et le deuxième point que je voudrais highlighter, c'est personnellement, donc Fatem Zahra est convaincue que l'éducation est la clé de la réussite. Mais aujourd'hui, avant d'arriver à cette maturité pour pouvoir lever une génération égalité, il faut passer par des lois, il faut passer par bien sûr une incitation et par une volonté qui dépasse la géographie nord-africaine ou MENA. Et il faut apprendre, bien évidemment. Voilà. Conviction et éducation. Alors, ouais. Merci beaucoup, Fatem Zahra. Monsieur Slaoui. Alors pour moi je pense qu'il faut commencer par des approches inclusives, par des petits projets, notamment par la voie de l'entrepreneuriat qui permettrait de donner de l'élan à la participation de la femme vers une approche plus inclusive dans l'entreprise. Aussi, le levier de la digitalisation est un levier important à ne pas sous-estimer, qui permet plus d'équité, plus d'accès, plus d'équité dans l'accès aux opportunités, et notamment pour la femme. Et aussi l'échange et le networking et emprunter des approches plus inclusives d'autres secteurs, comme dans le cadre de cette approche Sawi, permet indéniablement de s'ouvrir sur un monde d'opportunités. Et c'est un chemin à construire, c'est une restructuration organisationnelle de manière à ce que l'entreprise soit plus inclusive, plus performante et plus humaine. Merci. Donc, je retiens question d'éducation, question de la digitalisation, si juste il faudra retenir quelques mots-clés. Éducation, digitalisation, intrapreneuriat. Monsieur Sophie, est-ce que je peux m'aventurer à vous demander un mot
de clôture? Autonomisation. Pour terminer la liste des mots-clés, mais un mot alors. Autonomisation des femmes. Autonomisation des femmes. Voilà qui fait... on a quatre mots-clés qui vont faire l'agenda de nos prochaines discussions. Sur ce, je vous remercie, mesdames, messieurs. Je remercie aussi les personnes qui ont participé à cette rencontre, les personnes qui ont été aussi très actives sur le chat avec les questions. Au nom de l'équipe SAWI, au nom aussi des équipes, des country partners qui sont partenaires de ce projet, nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Nous vous invitons à rester toujours à l'écoute de nos communications sur les réseaux sociaux, à la fois à la suite de ce webinaire, mais il y aura certainement d'autres rencontres. N'hésitez pas à dialoguer avec nous. Vous avez tous nos coordonnées pour le faire et on se fera un plaisir pour continuer à dialoguer et à échanger avec vous. Voilà, ne me reste plus qu'à vous remercier et vous souhaiter un bel été et à très bientôt, Inch'Allah. À très vite, Inch'Allah. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.